Bonjour chers abonnés, c'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve une fois de plus aujourd'hui pour parler d'un sujet du domaine maritime. Vous entendez souvent parler et du droit maritime, du droit de la mer, de l'eau, du navire, du bateau et tout le reste. Mais quelle est la distinction fondamentale entre le droit maritime et le droit de la mer? Saviez-vous que l'essentiel du commerce international passe par la mer? Ainsi donc, le transport maritime occupe 90% du commerce international. Alors, c'est quoi la différence entre le droit maritime et le droit de la mer? Le droit maritime se définit comme le droit de la mer et des activités qui l'englobent. Le droit de la mer, quant à lui, relève du droit international public et désigne l'ensemble des règles qui déterminent le statut juridique des espaces maritimes, que sont les eaux intérieures, les eaux archipélagiques, la mer territoriale, la zone contiguë, la zone économique exclusive, le plateau continental, la haute mer, ainsi que les règles relatives à leur utilisation et leur exploitation par les sujets de droit que sont les États. Pendant longtemps, le droit de la mer était coutumier et conventionnel. Ce n'est qu'après donc la Seconde Guerre mondiale que les grandes nations rassemblées autour de l'ONU se sont accordées pour élaborer un droit maritime plus cohérent, harmonisé et portant sur toutes les eaux du globe. La première codification du droit de la mer date de 1958, mais aujourd'hui, le droit de la mer est contenu dans la Convention de Montego Bay, encore appelée la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, entrée en vigueur en 1994. Cette convention a pour but de délimiter les zones maritimes en fonction de leur distance de l'état côtier, de concilier les grands principes de liberté des mers et de protection de l'environnement avec la volonté étatique de procéder donc à la territorialisation des espaces maritimes. Ainsi, la Convention de Montego Bay consacre les espaces où la souveraineté de l'état côtier est exercée. Il s'agit donc des espaces qui s'assimilent au territoire terrestre. Ce sont les eaux intérieures, la mer territoriale, la zone contiguë, les eaux archipélagiques. Donc dans ces eaux, la souveraineté de l'État est exercée. Cette souveraineté s'étend à l'espace aérien, le fond des mers, le sous-sol. L'État a donc le pouvoir d'exercer sur les navires étrangers en séjour dans ses ports toutes les prérogatives de souveraineté. À ce titre, il assure la sécurité maritime et portuaire, veille au respect des réglementations de la navigation, la protection de l'environnement, les lois de police en vigueur. Les autorités donc de l'État de port ne peuvent intervenir à bord d'un navire étranger que si le capitaine de ce navire le sollicite ou si l'ordre public est perturbé. Toutefois, s'ils ont de fortes raisons de soupçonner que le navire en escale ou en séjour dans le port ne respecte pas les réglementations internationales, qu'il est de nature à porter atteinte aux droits, à la sécurité, à l'environnement, c'est généralement le cas avec les navires dits les navires poubelles, les navires à risque élevé, les navires blacklistés. Alors en ce moment, il procède à une inspection approfondie de celui-ci. À la suite de cette inspection, si de graves manquements sont enregistrés, alors l'État de port peut procéder à l'immobilisation du navire et celui-ci ne pourra plus lever l'ancre que lorsque les défaillances observées auront été régularisées. La Convention de Montego Bay consacre également les espaces où l'État côtier exerce la territorialité. Dans ces espaces, l'État détient les pouvoirs souverains pour l'exploitation, l'exploration, la conservation et la gestion des ressources naturelles. Il peut donc prendre toutes les mesures, toutes les réglementations conformes aux conventions internationales pour la préservation de ces espaces. Ces espaces sont la zone économique exclusive et le plateau continental. Si l'État côtier n'exploite pas son domaine, aucun autre État ne peut y entreprendre une quelconque activité sans son consentement. La Convention de Montego Bay consacre enfin l'espace libre à tous, c'est-à-dire la haute mer.
C'est un espace ouvert à tous les États côtiers, même sans littoral. Aucun État ne peut prétendre soumettre une partie quelconque de la haute mer à la souveraineté. Non. Cette liberté impose donc celle de la navigation, de survol, de pose des câbles et des pipelines sous-marins, la construction des îles artificielles, la pêche, la recherche scientifique. Cette liberté impose donc, comme nous l'avons dit, cette liberté dans tout, en ce qui concerne l'exploitation de cet espace. Le droit maritime est une discipline assez originale, assez particulière, et par ses origines, ses principes, ses techniques, ses institutions, ses juridictions qui lui sont propres et font de lui une discipline autonome, même si certains courants de pensée comme Bonnecase ou Rodière soutiennent que le droit maritime est une branche du droit commercial et du droit privé. Pour ce qui est de ses origines, les sources du droit maritime moderne sont la coutume, les usages, la législation nationale, les conventions internationales et la jurisprudence. Pour ce qui est de ses principes et de ses techniques, le droit maritime a ses propres principes et techniques, comme les avaries communes, le prêt à la brousse, la pratique des assurances ou même encore la mutation en douane, qui sont des principes originaux au droit maritime et qui ont été repris par la suite par le droit privé. Le risque de mer, le statut de navire, qui bien que meuble soit personnifié, qu'il soit personnalisé, le navire a un état civil, le navire a un domicile, le navire a une nationalité et fait l'objet d'hypothèques, contrairement aux autres biens meubles, ce qui fait donc la spécificité, la spécialité du droit maritime. Le droit maritime est également particulier par ses institutions. Nous avons l'Organisation maritime internationale qui a remplacé en 1982 l'Organisation maritime consultative internationale qui avait été créée à Genève en 1948 par les Nations Unies dans le but de renforcer la sécurité en mer. Nous avons également comme institution la Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement. Nous avons la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international. Nous avons l'Organisation internationale de travail qui est l'OIT. Le droit maritime est également particulier par ses juridictions. Ainsi donc, au niveau national, l'on a suivant les législations, le tribunal maritime, la chambre arbitrale, la chambre maritime au sein des tribunaux d'instance, exactement comme il se dit de la chambre civile, de la chambre commerciale, de la chambre correctionnelle, de la chambre criminelle au sein du tribunal de première instance ou de grande instance. Au niveau sous-régional, nous avons la Cour de justice communautaire. Nous avons au niveau international le tribunal national du droit, le tribunal international du droit de la mer, que le TIDM. Nous voici donc à la fin de cette vidéo. Merci d'avoir prêté l'oreille et si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager le contenu avec les vôtres, liker, partager. Rendez-vous dans une prochaine vidéo.